Alors, bonjour à tous encore une fois. Je crois qu'on peut commencer le cours pour ne pas perdre beaucoup de temps. Alors, après la séance dernière, où on avait une petite introduction au sujet de la corrosion, et donc j'avais insisté sur le fait que c'est une corrosion à haute température, donc on va s'intéresser à cette corrosion et pas à celle humide. On avait vu la définition de la corrosion, un petit peu l'enjeu aussi et les problèmes euh, causée par la corrosion. Et on avait dit que la corrosion est un phénomène qui se produit d'une manière qui est naturelle, d'accord? C'est un phénomène, on va dire, spontané du retour des métaux à leur état donc, initial de minerais sous forme d'oxyde, de sulfate, etc., etc. Et j'avais insisté sur le fait que l'objectif, c'est de maintenir les métaux dans leur état de métaux. Ce n'est pas de vouloir oxyder. L'objectif, c'est de consciencer au sujet de l'importance d'éviter la corrosion à tous les niveaux, tout spécialement donc économique et industriel. D'accord? Aujourd'hui, on va passer à la partie, une des parties importantes de la corrosion. Et on va commencer par la partie thermodynamique du phénomène de la corrosion et dans notre cas de la corrosion à haute température. Qui dit corrosion automatiquement dit oxydation, généralement dans le cas des métaux, puisque l'oxygène, c'est le gaz qui est le plus abondant dans l'air. Alors, on va commencer par définir ce qui est tension de dissociation de l'oxyde, dans ce cas un oxyde métallique. Et pour ce faire, on va prendre une réaction d'oxydation quelconque, en général, d'un métal, et dans ce cas, un métal M sous sa forme solide, va réagir avec l'oxygène sous de gaz pour donner un oxyde MXOY. Bon, chaque réaction va entraîner une variation d'énergie libre, delta G, comme vous le savez. C'est juste un rappel de thermochimie. Les gens qui n'ont pas, donc qui sont passés par les maths sup, ils seraient un petit peu obligés à revenir sur les notions de la thermochimique, tout ce qui est thermodynamique dans le cas des réactions, mais les notions donc basiques. Alors, on a une variation d'énergie. Elle représente dans ce cas la fraction maximale d'énergie convertible en travail. Et c'est toujours la différence entre ce qui est énergie libre des produits moins l'énergie libre des réactifs. La variation de l'énergie libre standard pour la formation de la plupart des oxydes est en général négative, comme on vient de le dire, car les réactions d'oxydation, ce sont des réactions, on a dit, naturelles, spontanées. C'est le retour des métaux à leur état d'origine sous forme d'oxyde. Ce qui signifie que les oxydes sont thermodynamiquement stables, plus stables que les métaux dans les atmosphères oxygénées. Et par la suite, on peut dire que l'oxydation aura toujours tendance à se produire. J'insiste sur le fait que l'oxydation par l'oxygène de la plupart des éléments est une réaction qui est naturelle, spontanée. C'est la raison pour laquelle la plupart des minerais sont constitués d'oxydes, comme l'alumine, magnésie, magnétite, silice, etc., etc. Pour extraire les métaux, on a besoin toujours d'effectuer une opération de réduction, une réaction de réduction pour récupérer le métal à utilisé dans différentes applications. Cette réaction générale a une constante d'équilibre K qui sera égale à l'activité
ce n'est pas la concentration. Si vous vous rappelez bien, en première année, on avait insisté sur le fait que la concentration, ça sera un cas qu'on va dire parfait, mais la réalité, c'est l'activité, mais des fois, on confond ce qui est concentration et activité, donc dans quelques calculs, d'accord? Donc, ça sera l'activité des produits, donc à la puissance 2 sur y, à la puissance du coefficient de stoichiométrie, divisé par l'activité donc, du métal à la puissance de son coefficient de stoichiométrie, dans ce cas 2x sur y, fois la concentration de l'oxygène, fois à la puissance pardon, de son coefficient, ici c'est 1, donc ce sera l'activité de l'oxygène. J'insiste sur le fait que ce sont des activités et non pas donc, des concentrations, mais des fois on confond concentration et activité, d'accord? Et on sait que pour les solides, l'activité est égale à 1, puisque le métal et l'oxyde formé sont des solides, donc l'activité sera égale à 1. Et dans le cas d'un gaz, l'activité sera égale à la pression partielle de ce gaz. En l'occurrence, dans ce cas, la pression partielle de l'oxygène. On obtient par conséquence une constante d'équilibre K. On va mettre P, puisqu'elle dépend de la pression partielle de l'oxygène, du gaz. K est égal à 1 sur la pression partielle de l'oxygène à équilibre. Donc la constante d'équilibre est égale à 1 sur la pression du gaz à l'équilibre. On sait aussi que delta G est égal à delta G0 plus RT logarithme de KP. C'est juste un rappel, ça, on l'a vu en première année. À l'équilibre, forcément, delta G sera égal à 0. Et par conséquence, delta G0 sera égal à moins RT logarithme de KP. N'y perd rien. Est égal à RT logarithme 1 sur la pression de l'oxygène à l'équilibre. D'accord? On sait que quand une réaction chimique se produit, les masses des réactifs vont diminuer et les produits de la réaction vont augmenter au fur et à mesure que la réaction est en train de se produire. L'énergie interne d'une substance est directement reliée à son nombre de molécules. Et c'est pour ça qu'on va introduire, comme vous le savez, le terme de potentiel chimique, qui est plus en relation avec le nombre de moles. Donc, ça sera l'énergie interne par rapport à le nombre de moles d'un des constituants. D'accord? Donc, vous savez que D de mu sera égal à mu sera égal à D de G sur Dn à température et à pression donc constante. Donc on va fixer on va fixer la température, la pression et le nombre de moles des autres constituants et on va se concentrer seulement sur donc, la variation d'un seul nombre de moles, d'un seul constituant I et voir comment varie son énergie interne pour avoir donc le potentiel chimique dans ce cas. Ainsi, on peut écrire que mu I, donc le potentiel chimique d'une espèce I sera égal au potentiel chimique, on va dire standard ou bien d'une mole, dans ce cas, plus RT, logarithme de l'activité de ou la concentration de cette espèce chimique. De ce fait, la variation de l'énergie libre de la réaction d'oxydation sera égale à la différence arithmétique des potentiels chimiques de toutes les phases présentes dans cette réaction. Et on peut donc l'écrire de la manière suivante. Donc, delta G sera égal à 2 sur Y, potentiel chimique de l'oxyde, moins 2x sur Y, potentiel chimique du métal, plus le potentiel chimique de l'oxygène. À savoir que pour le métal, je ne sais pas pourquoi mon curseur ne fonctionne pas. Est-ce que vous voyez mon curseur? Non. Pendant un moment.
Je vais essayer de reprendre. Très bien. Est-ce que vous voyez mon curseur maintenant? Non, monsieur. Non, monsieur. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, la présentation. Et mon curseur maintenant? Non, monsieur. Non? Attendez. Je vais arrêter donc de partager et je vais reprendre. Bien. Maintenant, vous voyez mon curseur? Non, monsieur, on ne voit pas la présentation. Je viens d'arrêter le partage et j'ai repartagé. Donc, vous attendez un petit peu, vous allez voir la présentation. Je vais repartager la présentation. Vous la voyez? Non, pas encore. Pas encore, monsieur. On va attendre que vous repreniez la présentation. On la voit maintenant. Très bien. Est-ce que vous voyez mon curseur maintenant? Je suis en train de bouger. La souris. Non, non, monsieur. Non, monsieur. Je vais changer la manière avec laquelle je suis en train de partager. Je vais partager donc mon écran. Ça serait mieux. Screen. Très bien. Maintenant. Vous voyez maintenant la présentation? Oui. Oui, monsieur. On voit Aussi aussi pour le la curseur. souris. Le curseur? Oui. Oui, on le voit. Parce que j'ai changé. J'étais en train de partager en premier donc la présentation. Je vois que là, le curseur n'apparaissait pas. Maintenant, donc on va reprendre très rapidement. D'accord, on a parlé du potentiel chimique et on a dit que grâce au potentiel chimique, on peut retrouver la variation de l'énergie libre et ça sera la différence donc calculée arithmétique des potentiels chimiques de toutes les phases présentes dans le système ou bien pour la réaction. D'accord? Et on a dit que oui. Le curseur est bloqué dans le centre. Comment? Le curseur est bloqué dans le centre. La souris ne se mouve pas. Non, pour l'instant, je suis en train de juste reprendre ce que je viens de dire. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, d'abord, oui. Vous voyez la constante d'équilibre qui est égale à 1 sur la pression? Non, 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 monsieur, c'est juste l'équation. non. Juste l'équation. Ah, ça ne change pas pour vous. Je sais pas ce qui se passe. Les problèmes techniques, c'est ce que nous souffrons avec cette manière de faire. Alors, maintenant, On ne voit ni une présentation ni le curseur. non, j'ai arrêté. Elle va arriver. En principe, elle va arriver. Attendez un petit peu.
Vous la voyez maintenant? Non, pas encore. Pas encore, monsieur. Pas encore, monsieur. C'est bizarre. Déjà, je ne sais pas pourquoi j'apparais. Donc, comme si j'étais maintenant. J'essaie d'apparaître en ligne. Maintenant, j'ai partagé mon écran. Vous voyez la présentation maintenant? Non, monsieur. Non, monsieur, rien affiché. Maintenant, non, encore. Non, pas encore. Non, monsieur, pas encore. Je devrais arrêter, redémarrer mon logiciel Teams, d'accord? Vous attendez un petit peu, je vais le redémarrer. D'accord, monsieur. D'accord. Maintenant, mon écran. Je vais partager ma présentation.
Maintenant, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur, maintenant c'est bon. Aussi pour le curseur. Très bien. Donc, je vais reprendre donc d'ici. Donc, on a parlé du potentiel chimique que vous connaissez déjà. Et on a dit que la variation de l'énergie libre va être la différence calculée arithmétique des potentiels chimiques pour le système, donc la réaction que je présente ici. Et on a dit que delta G sera égal à donc, cette différence arithmétique, sachant que pour le métal, son potentiel chimique sera égal à son potentiel chimique standard plus RT, logarithme nipérien de son activité. Pour l'oxygène, la même chose, mais donc au lieu de l'activité, ce sera la pression ici. Et pour l'oxyde, donc on a son potentiel chimique sera égal au potentiel standard plus RT logarithme de son potentiel, sachant que pour le métal et pour l'oxyde qui sont sous forme solide, leur activité sera égale à 1. Donc, on aura ce terme qui va disparaître, celui-là qui va disparaître, et on va remplacer donc ici par leur expression, on aura 2 sur Y, mu0 de l'oxyde, ce terme donc, est nul, moins 2x sur y, mu0 du métal, donc, et ce terme va être nul, plus donc mu de l'oxygène, qui n'est autre que mu0 de l'oxygène, moins, ce sera plus, mais avec le moins à l'extérieur, ce sera moins RT logarithme de la pression de l'oxygène. Si on regarde bien ce terme en le comparant à celui-là, donc ce terme, c'est un terme qui est de potentiel donc standard, ce qui veut dire que celui-là est égal à donc delta G, mais standard 0, moins RT, logarithme nipérien de la pression d'oxygène. Or, on avait déjà calculé delta G0, j'y reviens, delta G0, on a dit que c'est moins RT logarithme nipérien de la constante d'équilibre. Et on peut remplacer dans notre expression ici, delta G0 par moins RT logarithme de K, moins RT logarithme de la pression d'oxygène. Et la constante ici d'équilibre, on avait retrouvé que c'était 1 sur la pression partielle d'oxygène à l'équilibre. Ça sera moins RT logarithme de 1 sur P. La pression de l'oxygène, pression partielle de l'oxygène à l'équilibre, moins RT logarithme nipérien de la pression de l'oxygène, donc à n'importe quel moment. Delta G, donc en réorganisant tout ça, sera égal à moins RT logarithme de l'oxygène divisé par la pression partielle de l'oxygène à l'équilibre. D'accord? La pression PO2, on vient de dire que c'est la pression partielle de l'oxygène à l'équilibre. PO2, ça peut être la pression donc, initiale, donc à n'importe quel moment de l'oxygène. Donc cette équation, on va la nommer donc, numéro 1, équation numéro 1. Donc on a cette expression, delta G est égal à moins RT logarithme de la pression d'oxygène sur la pression d'oxygène à l'équilibre. Et dans ce cas, on aura donc 3 possibilités à considérer. La première, la plus simple, c'est pour le moment où la pression de l'oxygène est égale à la pression de l'oxygène à l'équilibre. À ce moment, on aura P de l'oxygène sur P de l'oxygène à l'équilibre est égal à 1.
Donc, le logarithme sera égal à 0. Delta G sera égal à 0. Ce que le système est en équilibre. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, si on prend point RT logarithme de PO2, donc, et on le trace, on aura donc, en fonction de la température bien sûr, donc en fonction de T, on aura un point bien déterminé qui sera le point M0 et qui sera un point à l'équilibre. D'accord? Si on veut tracer à différentes températures, donc à la pression d'équilibre pour les différentes températures, on aura différents points que je peux donc représenter. J'espère que l'ordinateur va me le permettre. Ah, maintenant. Donc, si on prend un T déterminé, T, quel compte ici, ce T, forcément, il aura donc un moment d'équilibre où la pression sera la pression d'équilibre et on aura un point donc bien déterminé sur cette courbe. Si on essaie de balayer toutes les températures, imaginez que je vais donc supposer que je vais prendre une température T2 supérieure à T1. Donc forcément, au moment de l'équilibre, j'aurai un autre point. Je vais tracer donc comme ça. J'espère que je vais bien faire les choses. Donc on aura un point M2. Température par exemple T3. Je vais rester sur la courbe où il n'y a pas, oui, pardon, où il n'y a pas changement de pente, parce qu'on va revenir au changement de la pente et sa signification à la suite. Mais pour l'instant, on va essayer de rester sur une courbe qui est plus facile. Donc T3. Donc l'ensemble de ces points que je suis en train de former, bien sûr, elles vont former donc une droite ou bien un segment ici. Ça serait les différentes pressions d'équilibre de l'oxygène aux différentes températures. D'accord? Donc, ces différents points et ces différentes pressions représentent une limitation entre la stabilité du métal et la stabilité de l'oxyde. D'accord? Donc, à différentes températures, il y aura une pression d'équilibre déterminée et on peut tracer donc des segments ou bien des droites ici qui vont délimiter la stabilité de l'oxyde par rapport à la stabilité du métal. D'accord? Donc, en qu'est-ce que cela est important? Si on prend le deuxième cas, par exemple, donc, si la pression de l'oxygène est supérieure à la pression de l'oxygène à l'équilibre, delta G de T sera inférieur à 0. D'accord? Et ensuite, delta G de T, c'est moins RT logarithme de PO2 divisé par PO2 à l'équilibre. D'accord? Et moins delta G sera donc la même chose que moins RT logarithme de PO2 moins, ça veut dire plus, RT logarithme de PO2. Monsieur, pardon. Je vais vous réécrire ici. Oui? Monsieur, présentation est bloquée dans un diapositive. Je ne vous entends pas. Monsieur, Présentation. présentation est bloquée. La page est bloquée. Elle est bloquée? Oui.
C'est bizarre aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut faire une chose? La prochaine séance. Est-ce qu'on peut utiliser Zoom au lieu de Teams pour travailler? Vous entendez? Oui, monsieur. Je crois que Zoom, c'est un peu meilleur que Teams, personnellement. Parce que j'ai jamais eu ce sort de problème jusqu'à ce que j'ai commencé à utiliser Teams. Et je crois qu'on devrait bien utiliser l'autre logiciel. Sinon, ça va couper tout le temps. Et Ou donc, bien Google Meet, monsieur. Zoom, c'est meilleur, hein. Je peux vous l'assurer. J'ai effectué donc mes cours l'année dernière quand on a eu donc le confinement et ça a bien fonctionné. Il n'y a jamais eu de problème. Donc, je vous invite sur Zoom et on commence à effectuer nos séances sur Zoom, ça serait mieux. D'accord? Bon, je ne sais pas si vous voyez la présentation. Vous en êtes où? Pour la pression d'oxygène supérieure à la pression d'oxygène à équilibre? Ou bien vous êtes Oui, toujours monsieur. ou bien c'est toujours bloqué sur l'autre slide? Non, maintenant c'est pour. Non, monsieur, on s'est réglé maintenant. Donc, en tous les cas, je vais essayer de continuer aujourd'hui. Je vais vous envoyer la présentation. Si vous avez des problèmes, la séance prochaine, ce qu'on va faire, c'est reprendre cette partie. D'accord? Donc, vous allez me dire que vous avez eu des problèmes ici ou ça s'est bloqué ici. D'accord? Et on va reprendre cette partie la séance prochaine. On va la faire comme si on l'avait fait donc 2 fois. Bon, plus résumé, plus courte la séance prochaine, mais bon, parce que je vois qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Donc, je vais essayer de reprendre ce que je faisais. Donc, j'en étais à peu près précédent ici. Donc, premier cas, on a dit que si la pression d'oxygène est égale à la pression d'équilibre de l'oxygène, d'accord? Dans ce cas, delta G est égal à 0. Donc, on est à l'équilibre et on pourrait avoir pour différentes pressions, différents points ici, pardon, différentes températures, différents points selon la pression d'équilibre à cette température donnée, d'accord? Ce qui va former une droite ou bien un segment de droite, c'est plus correct, un segment, sur lequel vous avez les différents points. Ces différents points, ils représentent quoi? Qu'à chaque température, vous avez une pression d'équilibre qui va séparer la stabilité du métal de la stabilité de l'oxyde. D'accord? Maintenant, on va prendre le deuxième cas. Si la pression de l'oxygène est supérieure à la pression de l'oxygène à l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? On peut réécrire notre relation de la manière suivante. Ce sera logarithme de O2. On va juste développer ici et ce sera plus RT logarithme de PO2A d'équilibre. D'accord? Donc, on vient de dire que delta G est inférieur. Si PO2 est supérieur à PO2 équilibre, delta G sera inférieur à 0. D'accord? Ça veut dire que moins RT logarithme de la pression sera inférieur à moins RT logarithme de la pression de l'oxygène à l'équilibre. D'accord? C'est-à-dire que RT logarithme de cette pression sera supérieur à RT logarithme de cette pression. D'accord? Ça veut dire quoi au niveau de la courbe? Ça veut dire qu'on va se trouver dans cette région. D'accord? Donc, on serait sur la courbe RT logarithme hypérien de la pression de l'oxygène au-dessus de RT logarithme de la pression de l'équilibre. Au-dessus de cette courbe ici tracée. D'accord? Ça veut dire qu'on s'est mis
dans la région de stabilité de l'oxyde. D'accord? Alors, si la pression de l'oxygène est supérieure à la pression de l'oxygène à l'équilibre, on se met dans cette région, dans cette surface, on se met dans la région de stabilité de l'oxyde. Donc, il serait favorable que le métal va passer à être un oxyde, à s'oxyder. Ça veut dire qu'ici, on favorise la corrosion. Bien sûr, chose que nous voulons éviter. Mais ici, on est en train d'expliquer comment va se produire cette corrosion à cause de la pression qu'on a dans ce cas. Donc, vous savez que la pression, donc, je vais le rappeler en thermodynamique, la pression est en relation directe avec la température. Donc, la relation des gaz parfaits, donc P fois V est égal à nRT. Donc, qui parle de pression parle de température aussi. D'accord? Donc, le système, dans ce cas, évolue spontanément dans le sens de la formation de l'oxyde. Si la pression de l'oxygène est maintenue supérieure à sa pression d'équilibre, à la température T, tout le métal sera oxydé. D'accord? Donc, la pression, elle permet donc d'effectuer cette oxydation. Dans ce cas, le domaine de stabilité de l'oxyde correspond à la surface au-dessus de la droite. Donc ici, ce sera donc dans cette région. Bien sûr, pour une température donnée, ce sera M1 dans ce cas, donc pour la température T. Prenons maintenant le cas inverse. Pour la pression de l'oxygène inférieure à la pression de l'oxygène à l'équilibre, delta G sera supérieur à 0 et dans ce cas, arrêtez vos micros s'il vous plaît. Activez vos micros, sinon j'entends à moi-même. Donc il y a un retard qui me permet à m'entendre moi-même. D'accord? Dans ce cas, on vient de dire que RT logarithme de PO2 à l'équilibre serait supérieur à RT logarithme de cette pression donc appliquée. D'accord? Donc, ça veut dire que cette courbe va se positionner au-dessus de cette région où le métal est plus stable. Et dans ce cas, cette pression, elle permet de maintenir le métal dans son état métallique ou bien de dissocier tout ce qui est oxyde en métal. D'accord? Elle va favoriser la réaction inverse, donc la dissociation de l'oxyde en son métal, parce que le métal, dans ce cas, il sera plus stable. D'accord? Pour une température donnée T, si la pression de l'oxygène est inférieure à la pression d'équilibre, donc cette pression est inférieure à la pression d'équilibre, on va se mettre donc en dessous de cette courbe sur le point M2 où le métal est plus stable. D'accord? Donc, cette droite, ce segment, il délimite la stabilité du métal de la stabilité de l'oxyde. D'accord? Et la pression PO2 équilibre, dans ce cas ici sur le segment, ça sera la pression limite. D'accord? Ce sera la pression critique qui va permettre à laquelle, au-dessus de cette pression, on a formation de l'oxyde. En dessous de cette pression, on aura donc dissociation de l'oxyde et formation du métal. D'accord? Cette pression, on l'appelle donc cette pression, on l'appelle tension de dissociation de l'oxyde. D'accord? Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, quelqu'un est en train de mettre mon micro sur désactiver. Ne me désactivez pas le micro, s'il vous plaît. Sinon, vous n'allez rien entendre. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur.
Pour tout le monde? Est-ce que vous avez compris? Donc, on a pris, je vais répéter, donc, on a effectué nos calculs thermodynamiques, on a considéré la constante d'équilibre qui nous a permis de retrouver delta G 0. Ensuite, on a donc un terme avec la pression d'oxygène, la variation de la pression d'oxygène, d'accord? Et delta G, bien sûr, elle dépend aussi de la température. Donc, pour chaque température, on aura une pression d'équilibre déterminée. Quand on prend donc l'expression de delta G, on peut considérer trois cas. Le premier cas où on a équilibre, où pour chaque température, on aura une pression d'équilibre qui va former forcément, dans ce cas, croyez-moi que c'est une droite ou bien un segment. Ce segment, il va délimiter la zone de stabilité du métal de la zone de stabilité de l'oxyde. Et maintenant, si on augmente la pression, on va se mettre dans un sens où le métal va s'oxyder et va former plus d'oxyde. Si on diminue la pression en dessous de la pression d'équilibre, on va se mettre dans une zone où le métal est stable. Donc, s'il y a présence d'oxyde, l'oxyde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se réduire pour former donc, le métal. D'accord? Et je viens de dire que donc, cette délimitation, cette pression, les limites, pression d'équilibre ou bien pression critique, c'est la tension de dissociation de l'oxyde. On peut la nommer la tension de dissociation de l'oxyde si on veut le regarder d'un point de vue, donc récupérer le métal, ou bien on peut aussi l'appeler la pression de corrosion du métal. D'accord? Donc c'est la même chose. C'est celle qui délimite la corrosion, l'oxydation de la dissociation de l'oxyde. D'accord? Donc la définition de la tension de dissociation, premièrement, c'est une pression. Parce qu'en général, quand je pose la question durant les examens, les gens ils me répondent par cette phrase. On appelle tension de dissociation la valeur critique PO2 équilibre qui varie avec la température. Ça n'a aucun sens. Donc, la définition, c'est, je vais vous l'écrire pour que vous en rappeliez. Donc, la tension de dissociation de l'oxyde. Et je vais vous mettre aussi. C'est aussi la pression de corrosion du métal. C'est la même chose. C'est quoi? C'est la pression d'équilibre. Dans ce cas, donc, de l'oxygène ou bien du gaz. D'accord? Je vais mettre du gaz pour généraliser. Qui délimite la stabilité du métal de celle de l'oxyde. Je vais vous mettre, c'est-à-dire que quand la pression du gaz est en dessous de cette valeur critique, le métal est
stable. Et l'oxyde, bien, je vais mettre l'oxyde se dissocie avant et le métal est stable, d'accord? L'oxyde se dissocie et le métal est stable. Si vous voulez voir d'une manière qui est opposée, vous pouvez aussi dire que au-dessus de cette pression, donc à des valeurs supérieures à cette pression, à cette valeur critique de la pression, vous avez formation de l'oxyde. L'oxyde est plus stable et le métal, bien sûr, va s'oxyder. Donc, vous pouvez aussi la définir d'une manière opposée. D'accord? Donc, s'il vous plaît, si je pose la question, je ne voudrais jamais voir donc, ces réponses. C'est la tension de dissociation de l'oxyde à la valeur critique PO2. D'accord? Donc, la définition, c'est que c'est la pression, vous pouvez dire critique, limite, d'équilibre, qui délimite, qui sépare la formation de l'oxyde de la formation du métal. Si la pression est supérieure à cette pression avec cette valeur critique, vous favorisez la stabilité de l'oxyde, d'accord? Donc le métal, forcément, il va s'oxyder. Et si cette valeur est inférieure à cette, et si la pression est inférieure à cette valeur critique, donc de pression d'équilibre, vous aurez stabilité du métal, vous aurez dissociation de l'oxyde pour donner donc, naissance au métal. Même si j'abuse de ce fait parce que ce n'est pas forcément la formation du métal, mais la réduction au minimum de l'état d'oxydation du métal. On va voir un exemple concret où on a seulement donc réduction, même si on maintient un autre type d'oxyde. Est-ce que c'est clair avant de continuer? Oui? Oui, monsieur. Très bien. J'espère bien que ça soit interactif. Donc, si vous avez des questions, vous les posez, il n'y a pas de problème. Alors, je viens de le dire, dans le cas où plusieurs oxydes sont présents sur le métal, le cas concret donc, de l'oxyde de fer ou bien des oxydes de fer, leurs pressions de dissociation sont différentes et l'oxyde le plus riche en oxygène se dissocie généralement en oxyde le moins riche et non en métal et oxygène. D'accord? Donc, je viens de le dire. Pas forcément on aura le métal, mais si on a donc, plusieurs oxydes, celui-là, celui qui est le plus riche en oxygène, au fur et à mesure que la pression de l'oxygène diminue, bien sûr, en entrant à travers ces couches, cet oxyde riche en oxygène va se dissocier en celui qui est moins riche en oxygène à l'intérieur. Bien sûr, si la pression est suffisamment faible, la roustite ici va se dissocier bien sûr en fer et en oxygène à la fin. D'accord? Donc au fur et à mesure qu'on rentre vers l'intérieur, si on diminue la pression, donc celui-là va donner un composé moins riche en oxygène, celui-là moins riche en oxygène et celui-là à la fin pour nous former le métal et l'oxyde. D'accord? Donc ça va dépendre de la pression qu'on est en train d'appliquer. Deuxième remarque, ici, pour la plupart des oxydes, les valeurs d'oxygène requises pour la dissociation de l'oxyde sont trop faibles pour être atteintes expérimentalement. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on utilise des techniques d'électrolyse pour récupérer les métaux au lieu d'utiliser donc des différentes valeurs de pression. Donc, vous imaginez que vous prenez et vous essayez de diminuer au maximum la pression. Donc, vous avez besoin de beaucoup d'énergie pour diminuer cette pression et comme ça, donc, passer d'un oxyde, d'un minerai qui est oxydé ou bien sulfuré, à le rendre sous forme de métal. Donc, il est plus facile de l'effectuer d'une manière donc, électrochimique, comme on l'avait vu donc, en première année. Par électrolyse, on récupère notre métal plus facile et moins cher. D'accord? Donc, je viens de dire que la plupart des oxydes
donc, ont besoin de valeurs très faibles d'oxygène pour les transformer, pour les dissocier en leurs métaux. Mais il y a quelques exceptions. Par exemple, dans le cas de l'or, vous savez que l'or, c'est un métal qui ne s'oxyde pas facilement. Donc, dans le cas de l'or, il lui suffit donc la pression partielle de l'oxygène dans l'atmosphère, qui est de 0,2 atmosphère, et elle est suffisante pour empêcher la formation d'un oxyde stable à la température ambiante. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est que seules les molécules d'oxygène viennent seulement se déposer. Vous vous rappelez la dernière fois du nuage électronique que j'avais représenté pour la liaison métallique. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est que je vais mettre ça, je vais mettre en jaune pour représenter l'or. Et l'oxygène, par exemple. Donc O2, ce qu'il va faire, il va s'absorber, non pas réagir, mais se déposer à la surface. Donc on va dire absorber chimiquement à la surface et ne pas réagir. À la surface de l'or dans ce cas. Donc ça, c'est AU. Et ça, on va dire O2. D'accord, donc à la différence des autres métaux, l'or, ce qu'il fait, c'est de laisser, donc bien sûr à pression atmosphérique et à température ambiante, il laisse l'oxygène s'absorber à la surface sans réagir, sans former de couches. Donc, dans ce cas, on peut dire que l'or est stable à température ambiante. D'accord? Pour quelques autres métaux, le cuivre et le nickel par exemple, les pressions partielles requises pour la dissociation de l'oxyde peuvent être obtenues expérimentalement. Donc vous voyez que j'ai dit que c'est la plupart des oxydes, mais il y a des oxydes, par exemple des oxydes de cuivre et des oxydes de nickel, qui peuvent donc être dissociés à des pressions qui peuvent être atteintes expérimentalement d'une manière qui est plus facile. D'accord? Troisième remarque, donc de l'équation 1, delta G est égal à moins RT, logarithme de la pression d'oxygène sur la pression d'oxygène à l'équilibre, on peut déduire que en élevant la pression, en élevant la pression, la valeur de delta G devient de plus en plus forte en valeur négative. Donc, le logarithme va augmenter, d'accord? Donc, en négatif, la valeur va diminuer de plus en plus, ce qui correspond à une stabilité croissante, donc dans le cas de l'oxyde, parce que delta G sera de plus en plus inférieur à 0. Ça veut dire que la réaction devient de plus en plus spontanée, la réaction devient de plus en plus favorable. D'accord? En augmentant la pression, et vous pouvez le voir ici, en augmentant de plus en plus la pression, le logarithme de PO2 va augmenter de plus en plus. D'accord?
mais delta G, avec le signe moins, va diminuer de plus en plus, ce qui veut dire que la réaction va être de plus en plus favorable. Dans ce cas, elle sera de plus en plus spontanée, ce qui favorise plus donc, la stabilité de l'oxyde, la formation de l'oxyde dans ce cas. Plus vous augmentez la pression, plus vous avez d'oxyde, plus votre métal que vous voulez protéger, j'insiste sur le fait que vous voulez protéger, va devenir de plus en plus corrodé. Donc, dans ce cas, je vais donner un petit exemple de quelques valeurs donc, de delta G0 relative à la formation de quelques oxydes. Généralement à 27 degrés, mais il y en a qui ont besoin de températures plus élevées pour former l'oxyde. Donc, si on prend le premier cas, par exemple, donc Ag2O, donc c'est moins 2,55 kilocalories par mol. C'est une réaction spontanée, mais elle sera vraiment très, très lente. D'accord? Donc, vous pouvez déjà remarquer que, par exemple, les filles qui utilisent donc, des bagues ou bien des colliers en argent, en général, elles disent qu'il devient noir. Donc, ils devraient donc le rendre plus brillant. Des fois, ils doivent donc le nettoyer pour le rendre plus brillant. Ça veut dire qu'elles sont en train d'enlever la couche d'oxyde qui se forme au-dessus. Bien sûr, quand on parle de bagues, c'est à température ambiante, d'accord? Température ambiante et dans l'air, donc l'air aussi, il y a existence de H2O, donc ici c'est une corrosion qui peut être une corrosion qui est humide. Quand je parle donc de la noirté de l'argent qu'utilisent donc en général les filles comme donc moyen de décoration, que ce soit des mains, du cou, etc. D'accord? Si on continue, on voit qu'on a l'oxyde de cuivre, moins 34,6, oxyde de plomb, moins 45, nickel 51,4, ainsi de suite. On voit que MgO, c'est moins 136,5, donc il est très favorable à être oxydé. Et par exemple, le fer, donc la corrosion sèche ne commence qu'à la température de 227 degrés Celsius avec une valeur d'énergie libre de moins 54,6. L'oxyde de chrome aussi, donc il ne commence à s'oxyder d'une manière naturelle et spontanée qu'à une température de 227 degrés Celsius. D'accord? Celui qui est le plus spontané, donc c'est l'oxyde d'aluminium ou bien l'alumine dans ce cas. D'accord? Donc plus cette valeur donc, cette valeur par la moins delta G0 est faible, plus la réaction est spontanée, plus on a donc oxydation de ce métal. D'accord? Maintenant, on va passer à une autre partie donc, aussi intéressante qui va nous permettre aussi d'arriver donc au tracé du diagramme d'Illingham. C'est l'affinité des métaux pour l'oxygène dans ce cas. Pour la réaction d'oxydation, la variation de l'énergie libre à température T découle aussi de l'équation delta G0 est égal à delta H0 moins T delta S0. Delta H0, bien sûr, c'est l'enthalpie, la variation d'enthalpie. Delta S0, c'est la variation d'entropie. Je vais m'excuser déjà parce que des fois, je confonds entropie et enthalpie. Quand on a delta, c'est la variation d'entropie et la variation d'enthalpie en général. Donc, delta, ça veut dire variation. Excusez-moi si des fois donc, je passe rapidement et je dis que c'est l'entropie. Donc l'entropie c'est S, la variation c'est delta S de l'entropie. L'enthalpie c'est H et la variation de l'enthalpie c'est delta H. D'accord? Donc on a delta G0 qu'on avait déjà retrouvé qui était moins RT logarithme nipérien de 1 sur P de l'oxygène à l'équilibre. Et
l'autre expression qu'on peut écrire thermodynamiquement, c'est que delta G est égal à delta H moins T delta S. C'est déjà connu. En quoi c'est intéressant d'avoir en tête cette expression? C'est le fait que les enthalpies et les entropies, elles sont faciles à retrouver dans les tables thermodynamiques. En général, ce sont les enthalpies et les entropies donc standard, c'est à la température standard de 25 degrés Celsius ou bien 298,15 Kelvin. Aussi, les valeurs donc, des enthalpies de formation et des entropies absolues S0 sont données sur ces tables. D'accord. Si vous allez sur Google et vous cherchez par exemple la table thermodynamique ou bien valeur des enthalpies ou bien des variations d'enthalpie ou bien des entropies, etc., vous allez trouver vraiment des tables qui sont très longues avec beaucoup de composés où vous avez toutes les valeurs de delta H0, de S0, etc., etc., etc. Donc, ça nous facilite la tâche pour les calculs par la suite. D'accord. Donc, les gens, ils ont déjà étudié cette partie, ils ont ressorti toutes les énergies et ça permet par la suite, par exemple, pour le tracé du diagramme d'Illingham, ça permet d'avoir les valeurs et directement seulement faire les calculs pour les systèmes qu'on aura. D'accord. L'affinité des métaux pour l'oxygène peut être évaluée à partir de la chaleur de formation delta H0 de formation du composé. Donc, l'enthalpie de formation va nous permettre de retrouver quelle sera l'affinité d'un métal par rapport à un gaz. Dans ce cas, le plus général, c'est l'oxygène. Comment ça? Donc, on va prendre l'exemple du tableau où on a déjà, comme je viens de le dire, on peut retrouver donc ces valeurs sur des tableaux internationaux et où on a différents métals, différents oxydes et leur enthalpie de formation. Enthalpie qui permet de former cet oxyde à partir de ce métal. Donc on peut voir que différents métals et différents oxydes ont différentes valeurs de cette enthalpie, de cette variation d'enthalpie de formation. On peut dire que plus cette valeur est négative, plus l'affinité de ce métal, dans ce cas à l'oxygène, est grande. D'accord? Donc, plus cette valeur diminue, plus l'affinité augmente. L'affinité, ça veut dire que un métal aime bien réagir avec le gaz, avec l'oxygène dans ce cas. D'accord? L'affinité, ça veut dire qu'il aime bien. Mais ça ne veut pas dire que s'il aime bien réagir, qu'il va réagir rapidement, réagir le premier. D'accord? Mais c'est juste le fait qu'il aime bien s'accrocher à l'oxygène pour s'oxyder. D'accord? Par exemple, dans ce cas, celui qui aime le plus s'oxyder, c'est le magnésium. D'accord? Il a une variation d'enthalpie de formation de moins 1210. Mais est-ce que celui-là va réagir plus rapidement que... On va pas prendre l'exemple de l'or parce que c'est vraiment pratiquement nul. On va prendre, par exemple, par rapport au fer. Non. D'accord? Ça ne veut pas dire que celui-là, il va réagir plus rapidement que celui-là. Ça veut dire que celui-là, il aime bien s'oxyder. Celui-là aussi, il aime bien s'oxyder, mais celui-là moins bien que le magnésium. D'accord? Mais la cinétique de la réaction, la vitesse de la réaction, elle va dépendre d'autres facteurs, tout spécialement que ce soit des conditions ou bien que ce soit de la nature de l'oxyde qui va se former aussi donc à la surface de ce métal. D'accord? Donc la cinétique, elle va être différente. Mais si on veut comparer, quel est celui qui a plus d'affinité? Quel est celui qui aime bien s'oxyder? Ce sera magnésium, ensuite aluminium, titanium, silicium, chrome, etc. Donc celui qui a la valeur la plus négative, ce sera celui qui aura plus d'affinité, mais ça ne sera pas celui qui va réagir en continu ou bien
réagir plus rapidement. Donc, sa cinétique de réaction ne va pas être forcément la plus rapide. Donc, on peut dire que l'affinité des métaux pour l'oxygène n'indique qu'une tendance. D'accord? Cette tendance, c'est la tendance à s'oxyder. D'accord? Celui-là, il aime bien s'oxyder. Celui-là, il aime bien s'oxyder. Mais celui-là, le magnésium, il aime bien s'oxyder encore plus que le fer. D'accord? Elle ne donne en effet aucun renseignement concernant la cinétique d'oxydation. Cette affinité, elle ne donne pas une idée sur la cinétique, sur la vitesse de la réaction. Ainsi, ce n'est pas parce que le chrome, dans ce cas, le cas du chrome, a une plus grande affinité pour l'oxygène que le cuivre, comparaison avec le cuivre, moins 335 et pour le chrome, moins 750, ça ne veut pas dire que la vitesse d'oxydation du chrome est supérieure à celle du cuivre. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, si on vous demande quel est celui qui a plus d'affinité à ce gaz, vous allez dire celui qui a delta H de formation la plus faible. Ce sera celui qui aurait plus d'affinité. Quel est celui qui est plus rapide? Donc, qui a une réaction qui est plus rapide, la vitesse de réaction plus rapide, la cinétique d'oxydation plus rapide. À travers ça, vous ne pouvez pas juger. D'accord? Vous ne pouvez pas dire que c'est celui-là ou bien celui-là. D'accord? Vous pouvez seulement dire que celui qui aime bien s'oxyder, c'est tel cation, tel métal, pardon, et celui qui est moins, c'est tel cation. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est en train de partager son écran. C'est qui? C'est SM. Qui a pris le contrôle? S'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Qui a pris le contrôle? Il y a quelqu'un qui a partagé quelque chose ici. C'est pour ça que j'aime pas Teams, parce que j'ai pas le total contrôle ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez et moi, je suis en train de me parler. Je suis en train de partager encore une fois la présentation. Est-ce que vous la voyez? Oui, monsieur. Vous la voyez? Est-ce qu'il y a des questions au sujet de l'affinité? Ou bien à n'importe quel sujet dès le commencement de cette séance? Est-ce qu'il y a des doutes que vous avez pour continuer? Des doutes, des questions? Personne? Tout est clair? Est-ce qu'il y a des gens derrière ou pas? Parce que je ne sais pas si je me parle à moi-même. Touré, Monsieur Touré, qui a toujours des questions. C'est clair? Oui, je suis là. Tout est clair pour le moment. Très bien. Oui, peut-être la prochaine fois. Très bien. Parce que généralement, tu as des questions. Oui. Très bien. Très bien. Donc, est-ce que vous voyez ma présentation? Vous la voyez? Oui? On peut continuer? Oui, oui. Oui, monsieur. Très bien. Donc, j'insiste sur le fait que quand on parle d'affinité des métaux pour l'oxygène, c'est que un métal aime bien s'oxyder, mais ça ne veut pas dire qu'il va s'oxyder rapidement par rapport à un autre. D'accord? Celui qui a l'enthalpie, la variation d'enthalpie de formation la plus négative, la plus faible, c'est celui qui va aimer le plus s'oxyder. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que sa réaction sera plus rapide par rapport à d'autres métaux. Donc, prenons la réaction donc, précédente et prenons l'expression de delta G0 qui est égale à delta H0 moins T delta S0. Pour la relation de delta G0, et puisque par définition, pour l'oxygène dans ce cas, puisqu'il est abondant dans l'atmosphère, sa variation d'enthalpie de formation est égale à 0, et on le sait. Il vient alors que
la variation d'enthalpie de la réaction sera égale à quoi? À le coefficient, bien sûr, de l'oxyde fois delta H de formation de cet oxyde moins 2 fois X sur Y, la variation de l'enthalpie du métal ici. Bien sûr, si ce terme n'était pas nul, ça serait moins delta formation de l'oxygène. Il est nul, donc il a disparu. Même chose ici pour la variation d'entropie. Ça sera égal à 2 sur Y, la variation d'entropie de l'oxyde, la variation de l'entropie de formation de l'oxyde, moins 2X sur Y, la variation de l'entropie de formation du métal. Et dans ce cas, si M est un corps simple, et il l'est, l'expression 2 ne se réduit plus qu'aux termes liés à la formation de l'oxyde, puisque la variation de formation la variation d'enthalpie de formation du métal est égale à 0. Pardon. Est égale à 0. M est un corps simple, ça veut dire qu'il est formé d'un seul type d'élément chimique. D'accord? Donc vous avez le métal, il sera formé de quoi? Seulement donc un seul élément. Si c'est le fer, ce sera le fer donc, qui va se répéter. Donc des cations de fer baignant dans un nuage électronique, comme liaison métallique. Si c'est le cuivre, ça sera les ions cuivre baignant dans un nuage électronique, donc comme liaison métallique, etc. etc. D'accord? Donc, effectivement, le métal, c'est un corps simple puisqu'il est formé d'un seul type d'éléments chimiques. Donc, un corps simple à l'opposé d'un corps qui est composé. Donc, l'oxyde, par exemple, c'est un corps qui est composé. D'accord? Donc, dans ce cas, il aura une variation d'enthalpie de formation. Tout ça va se réduire à avoir seulement ce terme-là, et ce terme-là va disparaître. Donc, les valeurs de ces grandeurs à la température T s'obtiennent aussi alors à l'aide des corrélations de Kirchhoff, donc thermochimie, première année, donc S2 je crois, donc pour vous. Delta H0 en fonction de la température sera égal à delta H0 de la température standard, plus l'intégrale donc de la température standard à la température T, la variation de la capacité calorifique D de T. De même, delta S0 pour une température est égal à delta S0 à la température standard plus l'intégrale de cette température à la température finale, la variation de la capacité calorifique D de T sur T. Où la variation des capacités calorifiques s'exprime par donc delta Cp seront égales à 2 sur Y. Donc 2 sur Y, c'est le coefficient de stoichiométrie de la réaction précédente, fois la capacité calorifique de l'oxyde, moins 2x sur Y, c'est le coefficient de stoichiométrie du métal de la réaction précédente, fois la capacité calorifique de ce métal, moins la capacité calorifique de l'oxygène, puisque son coefficient c'est 1 d'après donc la réaction précédente, donc on a 1. D'après l'approximation d'Illingham, on va considérer que tant qu'il n'y a pas de changement de phase, on aura delta H0 T0 sera très supérieur par rapport à l'intégrale de delta Cp dt, donc la variation d'enthalpie, la variation de la capacité calorifique fois dt, de même pour delta S0 T0. On a alors delta G0 de T sera égal à delta H0 T0 moins T delta S0 T0. Donc on a simplifié ici notre expression 2 et elle va se limiter à être en fonction de la température qui va varier, mais ces deux termes seront deux termes qu'on peut retrouver facilement, comme je viens de le dire, sur les tableaux donc thermodynamiques. Sur tout l'intervalle où ne se produit aucun changement de phase, delta
G0 de T est ainsi une fonction affine de la température. En revanche, lors d'un changement de phase de M ou de MO, donc du métal ou bien de l'oxyde, on aura delta H0 de fusion et delta S0 de fusion. Et par conséquence, on aura changement des variations d'enthalpie et d'entropie dans notre formule ici, ce qui entraîne des changements de pente delta G0 de T pour un couple, donc métal-oxyde, et ensuite l'ensemble des segments formant le graphe delta G0 de T constitue le diagramme d'Illingham de ce couple. Et bien sûr, delta G0 s'exprime en kilojoules par mol, puisque par définition, la référence est une mol d'oxygène. Avant l'exemple, je vais un petit peu expliquer ce que je viens de dire en revenant sur cette courbe. Donc, on avait déjà dit que cette courbe, c'est une limite entre la stabilité du métal et la stabilité de l'oxyde métallique. Déjà, cette courbe, c'est un diagramme d'Illingham. Donc, on a un segment comme ça et un deuxième avec une nouvelle pente différente. Cette nouvelle pente qui apparaît, c'est à cause de quoi? C'est à cause d'une température de fusion. D'accord? On va voir par la suite pourquoi donc, cette pente a augmenté. On va voir pourquoi elle peut aussi diminuer. Parce que dans ce cas, soit on a fusion du métal ou bien soit on a fusion de l'oxyde métallique. D'accord? Donc ce changement de pente, il est dû à la fusion de l'un des deux, ce qui va provoquer donc un changement au niveau de la variation d'enthalpie et un changement au niveau de la variation d'entropie dans l'équation de delta G0 qu'on avait déjà vue. D'accord? D'accord? Donc, le fait d'avoir, donc, on va dire, pour être plus clair, puisqu'on a fusion, c'est une chaleur latente. Cette chaleur latente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va modifier ce delta H0 et modifier ce delta S0. Et puisque delta S0, c'est la pente, c'est pour cela qu'on aura une variation de pente au niveau de notre diagramme d'Illingham. D'accord? Un exemple, par exemple, le zinc qui s'oxyde pour donner donc l'oxyde de zinc, il a comme relation delta G de la réaction qui sera égal à moins 701 000 plus 201 fois la température. Celui-là, il représente delta H donc, de la réaction et celui-là représente la variation d'entropie de la réaction. En plus, c'est la pente. Dans ce cas, donc, puisque delta H représente la variation d'enthalpie de la réaction et ce terme, il est négatif, on peut dire que, juste après cette expression, que la réaction est exothermique. Maintenant, essayons de tracer le diagramme d'Illingham. Donc, on sait que pour tracer le diagramme d'Illingham, il suffit d'utiliser cette relation, retrouver delta H0 et retrouver delta S0. Et comme ça, on peut tracer notre diagramme. Mais on a une astuce qui est très intéressant, c'est qu'on peut savoir le signe de la pente avant de retrouver nos valeurs, par exemple, de variation d'entropie. D'accord? Donc, ça vous permet d'être sûr que vous avez bien fait les choses. Le signe de la pente de la droite, delta G0 en fonction de la température, dépend du signe forcément de delta S0, T0. D'accord? Elle va dépendre de ce signe. Donc, la pente, elle sera donc l'inverse de ce signe. On a moins. À son tour, le signe de delta S0,
dépend de la différence du nombre de moles gazeuses existant dans la réaction. On va distinguer 3 cas, bien sûr. Donc, un premier cas, si on a la variation du nombre de moles gazeuses supérieure à 0, delta S0 de la réaction va prendre le même signe ici, alors la pente sera négative car on a un moins ici, d'accord? Donc si delta nu est supérieur à 0, delta S sera supérieur à 0 et la pente sera négative à cause du moins qu'on a sur notre expression. Donc on va prendre un exemple, c'est le cas par exemple de l'oxydation du carbone en monoxyde de carbone. Dans ce cas, on a 2 carbones solides plus oxygène, gaz, vont donner 2 CO sous la forme de gaz. On a dit que c'est delta nu. Delta nu, nombre de moles gazeuses. On a 2 moles de monoxyde de carbone. Ce sera, pardon, donc 2 moles ici de monoxyde de carbone, moins ici, donc 1 mole de gaz d'oxygène. Et la valeur sera plus 1. D'accord? Donc la valeur c'est plus 1. Plus 1 positif, delta S 0 positif. Donc c'est 179,4 joules par Kelvin mol. Alors la pente devrait être dans ce cas négative. Si la variation du nombre de moles gazeuses est inférieure à 0, delta S0 va prendre le même signe que delta nu, elle sera inférieure à 0, alors la pente, à cause du moins que nous avons ici, va être positive. C'est le cas le plus fréquent dans ce cas, et il apparaît dans plusieurs cas. On peut voir que soit lorsque on a le métal et l'oxyde sont des phases condensées, liquides ou bien solides, et on a l'exemple ici du magnésium. Donc ici on a 2 magnésium solide plus 1 mol d'oxygène gaz va donner 2 Mg au solide, oxyde de magnésium. Alors dans ce cas, delta nu sera inférieur à 0. Je peux vous écrire ici les détails. Ici, on a dans les produits, c'est solide. Donc, il n'y a pas de nombre de moles gazeux. Et dans les réactifs, on a l'oxygène, 1 mol. Ça va nous donner moins 1. Et ici, effectivement, donc delta S0, c'est moins 216,5. Et la pente sera positive. De même ici, pour l'aluminium, on a dans les produits aucun gaz, 0, et dans les réactifs, on a seulement 1 mol d'oxygène qui est gaz, ça sera égal à moins 1, inférieur à 0, effectivement c'est moins 208,8 joules par mol Kelvin. D'accord? J'insiste sur le fait que cette partie, elle vous permet de vérifier vos calculs. Si on vous demande, tracez le diagramme d'Illingham par exemple, dans le cas de la réaction telle ou telle, avant de tracer, vous pouvez toujours vérifier si vous avez bien fait les calculs, que vous avez retrouvé donc la bonne pente, le bon sens de la pente. Si vous avez par exemple une variation du nombre de moles gazeux supérieur à 0, delta S devrait être supérieur à 0, et quand vous avez fait le calcul, vous avez retrouvé ici que delta S est inférieur à 0 et que la pente est positive, et normalement elle devrait être négative. Donc, dans ce cas,
vous savez que vous avez un problème et que le calcul n'est pas bien fait, vous devriez reprendre le calcul et le refaire. D'accord? Donc, cette partie, elle vous permet de vérifier vos calculs et votre courbe, votre expression de la courbe que vous allez tracer. On continue, soit, donc on a dit que c'est le premier cas pour delta nu inférieur à 0, c'est pour les matières condensées, que ce soit liquide ou bien solide. Deuxième cas, donc quand on a tous les réactifs et les produits sous forme de gaz. Dans ce cas, en effet, on a 2 moles de gaz dans les produits, moins 1 mole d'oxygène, moins 2 moles donc, de monoxyde de carbone. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver que c'est moins 1. Ça veut dire que delta S0 devrait être inférieur à 0. Effectivement, c'est inférieur à 0. Et la pente devrait être positive dans ce cas. Donc, premier cas, on a dit delta nu supérieur à 0, delta S0 supérieur à 0. Donc, la pente sera négative. Deuxième cas, delta nu inférieur à 0, delta S inférieur à 0. La pente sera positive. Et le troisième cas, si delta nu est égal à 0, delta S devrait être alors donc, quasi nul, comme dans ce cas. Donc, delta nu est égal à 0. Vous allez trouver que vous avez une valeur vraiment donc, très, très faible. Donc, ça veut dire que la pente est quasiment nulle dans ce cas. Maintenant, essayons de rentrer dans les détails du changement de phase et comment elle va influencer le tracé donc, du diagramme d'Illingham. Mais avant ça, est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Remarques? Quelque chose que vous n'avez pas compris? Tout est clair? Très bien. Donc, le changement d'état du métal ou de l'oxyde pourrait entraîner une variation relative de la pente de la droite delta G0 en fonction de T, soit respectivement delta H0, la variation d'enthalpie de fusion du métal, et celle de l'oxyde. Les enthalpies de référence relatives à la fusion du métal, à la température de fusion du métal, et de l'oxyde à la température de fusion de l'oxyde, avec la température de fusion du métal inférieure à la température de fusion de l'oxyde dans ce cas. Donc j'avais déjà révélé que dans ce cas, vous aurez un changement de pente causé par ces deux variations d'enthalpie qui peuvent apparaître au moment de la fusion. Donc, fusion du métal. Prenons le cas de la fusion du métal. Donc, si on veut tracer donc, une échelle sur laquelle on a les différentes températures auxquelles donc, on va faire passer donc, notre système. On aura une température au départ qui sera une température inférieure à la température de fusion du métal. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le métal il sera sous sa forme solide qui va réagir avec l'oxygène et former donc l'oxyde. D'accord? Dans ce cas, il est facile de retrouver delta H de la réaction. Ça sera donc delta H directement des tableaux thermodynamiques, delta H de cette réaction et delta S0 directement des tableaux thermodynamiques. Maintenant, donc la température, on était à une température inférieure à la température de fusion. Maintenant, on va arriver à la fusion de notre métal. Donc, à ce moment-là, bien sûr, pour avoir la fusion, thermodynamiquement, on sait qu'on a besoin de chaleur latente. D'accord? Donc, le système a besoin d'une énergie. D'accord? Donc, cette énergie, c'est quoi? Ça sera delta
de fusion de ce solide. Ce sera la chaleur latente de ce solide aussi qu'on peut retrouver sur les tableaux thermodynamiques. Et delta S sera égal à cette chaleur latente divisée par la température de fusion. Maintenant, on va continuer. Au-delà de la température de fusion, si on prend T supérieur à la température de fusion, qu'est-ce qu'on aura? Au lieu d'avoir le métal sous forme solide, il sera sous forme liquide puisqu'il a fusionné. Donc, métal liquide plus oxygène va donner donc, cet oxyde, puisqu'on est toujours en dessous de la température de fusion de cet oxyde. On a dit que la température de fusion du métal est inférieure à la température de fusion de l'oxyde, comme on l'a déjà vu avant ici. Et en ce qui concerne les énergies, la variation d'enthalpie, dans ce cas, sera celle de cette réaction, et c'est celle-là aussi, donc facile à retrouver d'après la réaction. Maintenant, d'après le premier principe de la thermodynamique, donc on a le principe de, on va dire, conservation de l'énergie. Donc, l'énergie ne va pas se perdre. Donc, l'énergie qui sera créée par ce système, donc, ce sera la même, que ce soit sous forme de chaleur ou bien sous forme de chaleur latente, donc, qu'a pris, par exemple, le solide pour devenir liquide, etc. D'accord? Donc, on avait la première réaction, c'est A. C'est celle-là qui va nous donner donc, cet oxyde A avec son delta H R A. Et on a la deuxième réaction qui est la fusion. Ça sera le passage d'ici à ici. Donc, MS avec delta H de fusion. Et on a la troisième réaction avec son delta H R C. Pour retrouver les valeurs donc ici, d'après cette réaction, on peut la retrouver d'après le premier principe de la thermodynamique, vu que les énergies ne vont pas se perdre. Et on aura C. Donc C sera égal à quoi? Sera égal à A, puisque c'est dans le même sens. Celui-là, donc, il est dans ce sens, ça veut dire que ça sera moins 2x sur y pour aller dans le sens inverse de ml vers ms. Et ça sera C est égal à A, donc dans le même sens de la réaction, et celui-là dans le sens inverse, moins 2x sur y, b. De sorte que dans ce cas, si on veut remplacer, bien sûr, donc on a C est égal à A moins 2x sur y, p. Ça veut dire qu'on va remplacer par ces deux donc, expressions. Delta H de la réaction C est égal à delta H de la réaction A moins 2x sur Y delta H de la réaction B, et delta S de la réaction C sera égal à delta S de la réaction A moins 2x sur Y delta S de la réaction de B. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vais revenir sur mon fameux diagramme que j'aime bien, donc celui-là. Donc ici, si on considère que ça, c'est la température de fusion, et fusion du métal. Si ça, c'est la température de fusion du métal. Essayez de refaire tout ça d'une manière bien claire. Si
la température de fusion, elle sera ici. D'accord? Donc, si ça, c'est la température de fusion du métal. Avant la température de fusion, on a dit qu'on avait cette réaction. D'accord? Donc, c'est celle-là où le solide, métal sous sa forme solide, d'accord, va réagir avec l'oxygène pour donner l'oxyde sous sa forme solide. Au moment où on arrive à la température de fusion, qu'est-ce qui se passe? Il y a consommation d'une énergie à partir de cette réaction, qui est la chaleur latente. Cette consommation d'énergie, elle devrait être, bien sûr, reflétée, parce qu'on a dit qu'il y a conservation ici de toute l'énergie. Elle doit être reflétée d'une manière ou d'une autre. Par quoi? Par le calcul des nouvelles variations d'enthalpie et variations d'entropie pour la réaction où on a donc le métal sous sa forme liquide. D'accord? Elle va se manifester à travers donc, ces expressions. Et vous pouvez voir clairement que ça sera donc delta, puisque delta S 0, delta S de la réaction C, pardon, ce sera la pente de la nouvelle courbe. C'est l'ancienne courbe, l'ancienne pente de la courbe, moins 2x sur y, donc delta de la réaction. Donc P, c'est celle de la chaleur, donc latente. Donc ici, il y a pratiquement donc une perte. D'accord? Donc on est en train d'enlever de l'énergie donc d'ici. D'accord? Et la courbe devrait être donc dans ce cas la courbe ou bien la pente devrait être négative, donc il y aura donc augmentation dans ce cas de la pente de la pente de la deuxième courbe, d'accord? Donc comme delta RS va diminuer, la pente de la courbe va augmenter lors de la fusion. Donc ce terme, donc on a dit qu'il va diminuer à cause de cette différence avec le moins, donc elle va augmenter, d'accord? Donc à cause de la fusion, et si on veut revenir sur l'autre courbe, la deuxième portion de la courbe, donc au-delà de la température de fusion, on aura cette réaction où le métal, je vais changer de place pour ça, donc, où le métal sous sa forme liquide va réagir avec l'oxygène pour donner donc l'oxyde ici, et il aura donc un autre segment, une autre portion de la courbe qui aura une autre pente différente de la première, et cela à cause de l'introduction ici, donc du terre où on a la chaleur latente qui provoque la fusion. Ici, on a diminution de l'entropie. Avec le terme moins, donc on aura augmentation dans ce cas de la pente, donc un changement de pente vers le haut dans ce cas. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui, monsieur. Oui, c'est Je ne clair. sais pas si je suis en train de parler des fois, je me sens tout seul. C'est clair? Très bien. Donc, je vais m'arrêter ici pour que je reprenne la séance prochaine, pour que ce soit encore pour fixer les idées et pour continuer le tracé du diagramme d'Illingham et comment effectuer le tracé du diagramme d'Illingham. D'accord?
Donc, je ne sais pas D'accord, monsieur. si on a bien enregistré tout ça parce qu'on a eu beaucoup de problèmes au départ. Bon, je vais arrêter l'enregistrement premier, d'accord? Et on va un petit peu discuter de comment faire pour les séances prochaines, d'accord? Donc, je vais arrêter l'enregistrement premier.